L'aube se levait sur Los Angeles, sa lumière filtrant à travers les vitres embuées d'un vieux Van Dodge. À l'intérieur, Jada Thomas replia avec soin la couverture élimée qui recouvrait son fils endormi, Malik, âgé de 10 ans. La respiration du garçonnet était légèrement sifflante, le premier signe avant-coureur d'une crise d'asthme que Jada avait appris à reconnaître. Elle jeta un œil à sa montre. 6 heures du matin. Assez tôt pour utiliser les toilettes de la station-service avant l'arrivée de l'employé du matin, celui qui lui lançait toujours des regards suspicieux. « Malik », murmura-t-elle en secouant doucement l'épaule de son fils. « C'est l'heure de se lever, mon chéri. » Le garçon s'étira, ouvrant les yeux. Ses yeux, vifs et intelligents, serraient toujours le cœur de Jada d'un mélange de fierté et de peur. La peur que le monde ne lui donne jamais la chance de les utiliser pleinement. « Encore le même rêve, maman », marmonna Malik en s'asseyant et en se frottant les yeux. « Celui avec la maison, notre maison. » Jada esquissa un sourire. « Un jour, mon chéri, je te le promets. » Leur routine matinale était parfaitement rodée. Une toilette rapide dans les toilettes de la station-service, brossage de dents avec de l'eau en bouteille, et un petit déjeuner tiré de leurs provisions qui s'amenuisaient. « Bibliothèque et aujourd'hui ?» demanda Malik, en rangeant ses biens les plus précieux. « Après un saut chez ce prêteur sur gage à Rosita. Je pense que la broche pourrait valoir quelque chose. » La broche avait été une trouvaille chanceuse, dénichée dans une boîte de dons derrière une église. De style victorien, avec de petites perles et un travail en filigrane, Jada avait immédiatement reconnu sa valeur potentielle. Un des rares avantages de ces années de femme de ménage pour de riches familles était d'avoir développé un œil pour la qualité. Madame Lowry, la propriétaire du garage de pots d'échappement où Jada garait son van pour la nuit, leur fit un signe de tête alors qu'ils sortaient dans la lumière du matin. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-elle en plongeant la main dans sa poche. Elle tendit à Jada un dépliant légèrement froissé. « Vente aux enchères de box de stockage aujourd'hui. J'ai pensé à toi, vu que tu as l'œil pour ce genre de choses. Des unités de Valley View Storage, abandonnées ou avec des paiements en retard de plus de 90 jours. » Ses yeux parcoururent les détails. Début à 10 heures. Espèce uniquement. À vider en 48 heures. Elle avait regardé assez d'émissions sur les chasseurs de trésors, dans une vie meilleure, pour savoir comment cela fonctionnait. « Merci, » dit Jada, pliant soigneusement le dépliant et le glissant dans la poche de sa veste. Dans le van, Malik feuilletait le journal de sa mère, un carnet relié en cuir usé, rempli de l'écriture élégante de Jada, détaillant les objets de valeur qu'elle avait repérés à l'époque où elle était femme de ménage. « Tu as écrit sur un vase Ming d'une valeur de 30 000 $, dit Malik. « Comment savais-tu ce que c'était ?» Jada démarra le moteur. « La famille pour qui je travaillais a fait venir un expert. J'ai écouté. C'est comme ça qu'on apprend des choses que les gens pensent que vous n'avez pas besoin de savoir. » La boutique du prêteur sur gage de Rosita était petite mais propre, avec des fenêtres grillagées et une enseigne au néon qui clignotait par intermittence. À l'intérieur, un homme d'âge moyen à la barbe soignée leva les yeux lorsque la clochette au-dessus de la porte tinta. « Bonjour, » dit-il avec un accent du Moyen-Orient. « Bonjour, » répondit Jada. Elle s'approcha du comptoir et déballa délicatement la broche de son papier de soie. L'homme, Samir, d'après son badge, prit une loupe et examina la pièce. « Victorienne, » dit-elle. « Année 1880. Je pense que les perles sont vraies, bien que petites. » Les sourcils de Samir se haussèrent légèrement. « Vous vous y connaissez en bijoux ?»« Je connais un peu de tout. » « Vous avez raison, c'est de la fin de l'époque victorienne. En bon état. La monture est en argent,
pas en platine ou en or blanc, ce qui limite sa valeur, mais elle est authentique. Il reposa la broche. Je peux vous en donner 60 $. Jada avait espéré entre 40 et 75. Samir sourit. Disons 65. Marché conclu. À partir des cas d'essayer, c'est rien. Tandis qu'il comptait les billets, Samir demanda. Vous avez d'autres objets intéressants à vendre? Pas aujourd'hui, répondit Jada en acceptant l'argent. Malik, qui regardait discrètement une vitrine de montres de poche, rejoignit sa mère au comptoir. C'est un garçon intelligent? Demanda Samir en hochant la tête vers Malik. Brillant, répondit Jada. Samir se pencha sous le comptoir et en sortit un jeu d'échecs usagé. Tu joues? Demanda-t-il. Les yeux de Malik s'illuminèrent. Oui, monsieur. Parfois, à la bibliothèque. Prends-le, dit Samir en poussant le jeu vers lui. L'échiquier se plie, les pièces sont magnétiques. L'ancien propriétaire n'en voulait plus. Malik lança un regard interrogateur à sa mère. C'est très gentil à vous, dit Jada, peu habitué à une générosité sans arrière-pensée. J'ai 5 petits-enfants, expliqua Samir. L'éducation, c'est tout. Les jeux qui font réfléchir sont très importants. S'il vous plaît, il prend la poussière ici. Avec un signe de tête de Jada, Malik prit délicatement le jeu, le tenant comme un trésor. Merci, monsieur. Dehors, Malik serrait sa nouvelle acquisition. On peut aller à la vente aux enchères, maman, comme dans les émissions de télé. Jada compta leur argent. 65 $ de la broche, plus les 47 qu'ils avaient déjà. 112 $. Assez pour une semaine d'essence et de nourriture, en faisant attention. C'est un pari, Malik, dit-elle. Mais tu es doué pour voir la valeur des choses, insista-t-il. Allons voir. Le centre de stockage Valley View se trouvait sur un terrain poussiéreux, entouré d'une clôture en fil de fer barbelé. Un groupe de personnes se pressait près de l'entrée, pour la plupart des hommes dans la trentaine et la quarantaine, l'air de professionnels cherchant le profit. Jada gara le van et hésita, se sentant soudainement déplacée. « Maman ?» La voix de Malik dissipa ses doutes. Elle hocha la tête. « Reste près de moi, d'accord ?» Ils rejoignirent sur le groupe juste au moment où un homme trapu en polo de l'entreprise commençait à expliquer les règles. Chaque box serait ouvert. Les enchérisseurs auraient 2 minutes pour regarder, sans entrer ni toucher à quoi que ce soit. Ensuite, les enchères commenceraient. Espèces uniquement. Les unités devaient être vidées en 48 heures. Le premier box révéla des meubles empilés. Il fut adjugé à 950 $. Le deuxième contenait des cartons étiquetés, cuisine et chambre, vendus pour 775 $. Au quatrième box, Jada perdait espoir. Puis vint le box 34. Lorsque la porte s'ouvrit, plusieurs enchérisseurs ricanèrent. Le petit box semblait ne contenir que des détritus, des cartons endommagés par l'eau, quelques meubles dépareillés et des tapis enroulés. On dirait que quelqu'un a fait son ménage de printemps, marmonna un homme costaud près de Jada. Son badge l'identifiait comme étant Clyde. Mais Jada remarqua quelque chose. Les dégâts des eaux ne concernaient que les cartons empilés contre le mur gauche. Les tapis enroulés ne montraient aucun signe de moisissure, et un coffre en bois au fond était sec et intact. Ce n'était pas un box abandonné parce qu'il était sans valeur. C'était un box où quelqu'un avait fait des choix sélectifs sur ce qu'il fallait protéger. Mise à prix pour le box 34. 25 $, annonça le commissaire-priseur. 30 $, cria une voix. Le cœur de Jada s'emballa. 45 $, dit-elle, d'une voix plus forte qu'elle ne se sentait. Clyde la regarda avec surprise. La dame veut les ordures. Elles sont à vous. 45 $, une fois, cria le commissaire-priseur. 2 fois. 47 $.
corrigea vivement Jada. J'offre 47 $. 47 une fois, 2 fois. Adjugé à madame pour 47 $. Tandis que Jada remplissait les papiers et remettait leur argent, tout leur argent, une femme mince aux yeux fuyants s'approcha. Faites attention, dit-elle à voix basse. Pardon? Jada leva les yeux. Je suis Moira. Je travaille au bureau. La femme jeta un regard autour d'elle. Parfois, des box comme celui-ci, qui semblent sans valeur, ne sont pas abandonnés par hasard. Parfois, les gens essaient de cacher des choses en les faisant passer pour des déchets. Avant que Jada ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, Moira s'éloigna rapidement. Malik se tenait devant le box ouvert, une expression mêlée d'excitation et d'incertitude. Voyons ce que nous avons avant de juger. Oh, ça. Elle entra dans le box, se dirigeant prudemment vers le coffre en bois. Pendant les 2 heures qui suivirent, ils trièrent méthodiquement le contenu. Une grande partie était effectivement sans valeur. Mais il y avait aussi des trésors. Un service de couverts en argent, plusieurs boîtes de bijoux fantaisie vintage et des livres reliés qui avaient été protégés de l'eau. Maman, regarde. Malik brandit un vieil appareil photo Polaroid. On verra plus tard s'il fonctionne. Jada était concentrée sur le coffre, qui était verrouillé. Une voix depuis l'entrée les fit sursauter. Alors, on a trouvé quelque chose de bien? C'était Clyde. Je parie que vous regrettez vos 47 $, hein? Jada se redressa. Ça va, merci. Ses yeux se plissèrent en voyant l'argenterie que Jada avait mise de côté. Peut-être pas une perte totale, après tout. Il s'éloigna en criquant par-dessus son épaule. 48 heures pour tout vider. Le temps presse. Quand il fut parti, Malik murmura « Je ne l'aime pas, maman. » Moi non plus, mon chéri. Jada retourna au coffre, examinant la serrure. Ils chargèrent de leurs trouvailles les plus prometteuses dans le vin et se rendirent à une quincaillerie, où Jada acheta un petit pied de biche avec les 5 précieux $ que Samir lui avait donnés, en plus pour la broche. Ce soir-là, garés à leur place habituelle derrière le garage de Madame Lowry, Jada s'attaqua au coffre tandis que Malik organisait les autres trouvailles. « Maman, ces livres sont très vieux, » dit-il. Celui-ci date de 1922. Des premières éditions, demanda Jada. Je ne crois pas, mais ils sont beaux quand même. Avec un dernier effort, la serrure du coffre céda. Jada s'adossa, essuyant la sueur de son front, puis souleva lentement le couvercle. À l'intérieur se trouvait une collection soigneusement rangée, des boîtes à bijoux, des enveloppes scellées, un drapeau américain plié dans un cadre triangulaire et des coupures de presse conservées dans des pochettes en plastique. Jada prit l'une des coupures. Le titre disait « L'estimation de la succession O'Keeffe dépasse les attentes ». L'article, daté de 1985, parlait de la collection d'art de Richard O'Keeffe, décrit comme l'un des plus grands marchands d'art et collectionneurs de la ville. « Qui est Richard O'Keeffe » demanda Malik. « Je ne sais pas » murmura Jada. Elle ouvrit une boîte à bijoux. C'était un médaillon en or. À l'intérieur, une minuscule photo d'une jeune femme au sourire doux. Au dos, une gravure. « Pour Catherine, avec tout mon amour. » Malik ouvrit une autre boîte, révélant une pochette en velours. « Maman, regarde !» La pochette contenait une clé, pas une clé de porte, mais une petite clé ornée avec une étiquette numérotée. Coffre 891. Un coffre-fort, souffla Jada. Au fur et à mesure de leur exploration, une histoire commença à se dessiner. Catherine Hayes avait été l'assistante personnelle de Richard O'Keeffe, et peut-être plus, à en juger par le ton intime de plusieurs lettres. Elle avait disparu en 1984 et,
selon une autre coupure de presse, avait été déclarée légalement morte 7 ans plus tard. Mais l'élément le plus intrigant était une note, arrachée d'un journal et conservée à part. S'il m'arrive quelque chose, la preuve est en sécurité. Le coffre 891 contient tout ce qu'il faut pour révéler la vérité. Richard m'a confié son héritage, pas à Vincent. Vincent en a toujours eu du ressentiment et fera tout pour réclamer ce qu'il estime lui revenir de droit. J'ai pris mes précautions. Ce box a été payé pour 10 ans d'avance, sous un pseudonyme. Si je ne parviens pas à récupérer ces affaires moi-même, je prie pour que quelqu'un de digne les trouve. La note était simplement signée des initiales CH et datée du 17 août 1984. Malik, je crois qu'on est tombé sur quelque chose de sérieux, un peu comme une énigme dans tes romans policiers. Peut-être, mais les vrais mystères peuvent être dangereux. Elle replaça soigneusement les objets dans le coffre. Demain, il faudra qu'on fasse quelques recherches. Cette nuit-là, tandis que Malik dormait, Jada fixait le plafond de la camionnette, le médaillon serré dans sa main. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit une lueur d'espoir. Pas seulement pour la valeur potentielle de leur trouvaille, mais pour l'histoire qui se dégageait de ce box de stockage oublié. La bibliothèque centrale de Los Angeles se dressait tel un temple du savoir sur fond de ciel matinal. Sa façade art déco était un vestige de temps plus élégant. Pour Jada et Malik, elle était à la fois un refuge et une ressource. Un lieu avec un accès Internet gratuit, des toilettes propres et des bibliothécaires qui ne les regardaient pas de travers lorsqu'il restait des heures. N'oublie pas, on cherche des informations sur Richard O'Keefe, Catherine Hayes, et tout ce qui concerne une collection d'art ou un litige successoral au milieu des années 1980, expliqua Jada alors qu'il s'installait à des terminaux informatiques voisins. Malik hocha la tête avec sérieux, tapant sur le clavier avec la dextérité d'un enfant bien plus âgé. Son intelligence avait toujours été une évidence. Même petit, il montrait un don pour les schémas et la mémoire qui émerveillaient et inquiétaient Jada. Émerveillée, car elle reconnaissait son potentiel. Inquiète, car elle craignait que leurs conditions de vie ne l'étouffent. Une heure de recherche donna des résultats prometteurs. Richard O'Keefe avait en effet été un éminent marchand d'art à Los Angeles des années 1960 jusqu'à sa mort en 1983. Sa collection, en particulier ses peintures impressionnistes, était estimée à des millions. Après sa mort, la succession était revenue à son associé et neveu, Vincent O'Keefe, dans ce que le Los Angeles Times décrivait comme un retournement de situation inattendu, qui avait surpris beaucoup de monde dans le milieu de l'art. « Maman, regarde ça !» dit Malik. Il avait trouvé une photo d'archive dans les pages mondaines montrant Richard O'Keefe au vernissage d'une galerie. À ses côtés se tenait une femme dont le visage correspondait à la photo du médaillon, Catherine Hayes, identifiée dans la légende comme son assistante personnelle. « Elle est jolie, » remarqua Malik. « Et jeune, » ajouta Jada. « Elle devait avoir la vingtaine ici, et lui, on dirait qu'il a la soixantaine. » Des recherches plus approfondies révélèrent que Catherine Hayes avait disparu sans laisser de traces en septembre 1984, presque exactement un an après la mort de Richard O'Keefe. La disparition avait fait l'objet d'une certaine couverture médiatique à l'époque, Vincent O'Keefe étant cité, disant qu'elle avait été bouleversée par la mort de son oncle et qu'il craignait qu'elle n'ait mis fin à ses jours. Mais un article, enfoui dans les résultats de recherche, suggérait quelque chose de plus complexe. Écrit par la journaliste d'investigation Lenora Hall pour le défunt LA Examiner, il soulevait des questions sur la disparition de Hayes et sur son timing, survenu quelques jours à peine avant un audit programmé des registres financiers de la galerie O'Keefe.
L'article citait une source anonyme suggérant que Catherine avait découvert des irrégularités dans les comptes de la galerie après la mort de Richard. Il se terminait par une phrase intrigante. La disparition de mademoiselle Hayes l'a peut-être réduite au silence, mais les questions sur la succession O'Keefe demeurent. On peut trouver cette Lenora Hall? Demanda Malik. Jada lança une nouvelle recherche. On dirait qu'elle est toujours active. Elle tient un blog sur l'histoire et la politique de Los Angeles. Elle nota les coordonnées. C'est peut-être notre meilleure piste. Alors qu'ils rassemblaient leurs recherches, Jada remarqua la respiration de Malik. Le léger sifflement dans sa poitrine était revenu, plus prononcé que le matin même. « Ton inhalateur » demanda-t-elle. Malik plongea la main dans sa poche et sortit l'inhalateur bleu, son compagnon constant. Il prit 2 bouffées, sa petite poitrine se soulevant alors qu'il retenait son souffle le temps nécessaire. « Ça va » dit-il après un moment. « Allons déjeuner » dit-elle, forçant un ton enjoué. Ils n'avaient pas d'argent pour manger au restaurant, mais elle avait emporté des sandwichs et des pommes. Un pique-nique dans la cour de la bibliothèque donnerait à Malik de l'air frais et une chance de se reposer. Pendant qu'il mangeait, l'esprit de Jada passait en revue les options. L'argenterie pouvait être vendue. Zamir lui en donnerait un prix juste, ou elle pourrait essayer un autre prêteur sur gage pour comparer. Les livres pourraient valoir quelque chose pour un collectionneur, et il y avait toujours la clé du coffre-fort. « On devrait contacter mademoiselle Hall », dit Malik, interrompant ses pensées. « Ce n'est pas si simple, mon chéri. On ne peut pas simplement appeler une journaliste et lui dire qu'on a trouvé les effets personnels de quelqu'un dans un box de stockage. » « Pourquoi pas? C'est ce que font les journalistes, non? Enquêter sur des affaires. » « Tu as peut-être raison. Laisse-moi réfléchir à la façon de l'aborder. » Cet après-midi-là, ils retournèrent au box pour continuer à trier et emballer. Jada était bien consciente de l'avertissement de Clyde. 48 heures pour tout vider. Ils devraient faire plusieurs allers-retours avec la camionnette, ce qui signifiait dépenser leur précieux argent en essence. Tandis qu'ils travaillaient, Malik fit une découverte excitante. Un compartiment secret au fond d'un tiroir endommagé de la commode. À l'intérieur se trouvait une enveloppe contenant de vieilles photographies de Catherine Hayes, dont une où elle se tenait devant un magnifique tableau, bras dessus, bras dessous, avec Richard O'Keefe. « Regarde comme ils ont l'air heureux », observa Malik. Au dos de la photo était écrit « Richard et moi, avec le Monet, 1982, le plus heureux des anniversaires. » Une autre photo montrait Catherine seule, debout sur la terrasse de ce qui semblait être une maison de plage, l'océan s'étendant derrière elle. « Retraite à Malibu, été 1983 », était-il écrit au dos. « Maman, tu penses que Monsieur O'Keefe et Madame Hayes étaient amoureux ?» demanda Malik avec la franchise d'un enfant. Jada examina les preuves. L'inscription sur le médaillon, les photos intimes, la manière protectrice dont O'Keefe se tenait près de Catherine, sur plusieurs clichés. C'est possible. Il était beaucoup plus âgé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas s'aimer profondément. À la tombée de la nuit, ils avaient vidé environ la moitié du box, sauvant ce qui semblait précieux ou important et laissant le reste à contre-cœur. L'argenterie, les livres, le contenu du coffre et les photographies furent soigneusement emballés dans la camionnette. Ce soir-là, garé derrière le garage de Madame Lowry, Jada rédigea un email à l'intention de Lenora Hall. Elle fut simple et directe. « Madame Hall, j'ai récemment mis la main sur des objets ayant appartenu à Catherine Hayes, la femme disparue en 1984 après avoir travaillé pour Richard O'Keefe. Votre article de l'époque soulevait des questions sur sa disparition et la succession O'Keefe. Je pense avoir trouvé des preuves qui corroborent vos soupçons. Seriez-vous disposé à me rencontrer ?» Elle signa simplement de son prénom et d'une adresse e-mail jetable créée à la bibliothèque. Puis, elle l'envoya depuis son téléphone portable, l'un des rares luxes qu'elle conservait,
nécessaires pour les quelques missions de nettoyage qu'elle acceptait encore quand l'occasion se présentait. La réponse arriva plus vite qu'elle ne l'escomptait. 20 minutes plus tard à peine. Intéressant. Un café demain? 10 heures au Figaro, sur Vermont. Je porterai un foulard rouge. Jada montra le message à Malik, qui jouait avec son jeu d'échecs magnétique, se créant des problèmes complexes à résoudre. On y va? Demanda-t-il. J'y vais. Toi, tu resteras avec Madame Lowry. La propriétaire du garage gardait occasionnellement Malik lorsque Jada avait un travail. Une autre gentillesse que Jada ajoutait à sa liste mentale de dettes qu'elle espérait un jour rembourser. Mais je veux venir. J'ai trouvé des indices importants. Sa lèvre inférieure s'avança dans une rare manifestation de protestation enfantine. Je sais, et tu es mon meilleur détective, dit Jada. Mais nous ne connaissons pas cette femme, ni comment elle va réagir. Si quelque chose ne me semble pas normal, je dois pouvoir partir vite sans m'inquiéter pour toi. Tu me raconteras tout en revenant, au moins. Dans les moindres détails, promit-elle. Le lendemain matin, après avoir déposé Malik chez Madame Lowry, Jada se rendit au Café Figaro. Elle avait choisi ses meilleurs vêtements. Un pantalon noir, un chemisier bleu marine sans signe d'usure visible, et un gilet pour cacher les manches élimées. Elle repéra immédiatement Lenora Hall. Elle était assise seule à une table dans un coin, un carnet ouvert devant elle. Rassemblant son courage, Jada s'approcha. « Madame Hall, je suis Jada. » La femme plus âgée leva les yeux. « S'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai commandé du café pour deux. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Jada s'assit, reconnaissante que la femme ait choisi un café relativement abordable. Même ainsi, une sortie n'était pas dans son budget. « Merci de me rencontrer. Votre email mentionnait Catherine Hayes. C'est un nom que je n'ai pas entendu depuis longtemps. » La voix de Lenora était riche et posée. « Vous avez dit avoir découvert quelque chose. » « Oui, mais d'abord, que vous souvenez-vous de son affaire ?» Assez pour savoir que ce n'était pas ce que Vincent O'Keefe prétendait. Catherine Hayes n'était pas suicidaire. Elle était méthodique, intelligente et entièrement dévouée à Richard. Après sa mort, elle était déterminée à protéger son héritage. Elle fit une pause tandis que le serveur apportait le café. « Maintenant, qu'avez-vous trouvé exactement, Jada ?» Jada prit une profonde inspiration et expliqua l'histoire de la vente aux enchères du box, le coffre et son contenu. Elle montra à Lenora plusieurs photos sur son téléphone, des images qu'elle avait prises de l'entrée du journal, des coupures de presse et des photographies. Lenora écouta sans l'interrompre. Quand Jada mentionna la clé du coffre-fort, la journaliste laissa échapper un petit sifflement. « Caisse 891 » murmura Lenora. « Avez-vous essayé d'y accéder ?» Jada secoua la tête. « Je ne sais pas à quelle banque elle appartient, et même si je le savais, je n'aurais pas l'autorisation. » « Malin, très malin, » dit Lenora en tapotant sa tasse de café avec un ongle soigné. L'étiquette pourrait indiquer la First National. C'était la banque de prédilection de Richard. Elle observa Jada. « Pourquoi me racontez-vous tout ça? Que voulez-vous ?»« Je veux la vérité, » finit-elle par dire. « Ces objets racontent une histoire que quelqu'un a tenté d'enterrer. Catherine Hayes a disparu, mais ses affaires ont été soigneusement conservées. Elle comptait, même si quelqu'un a voulu l'effacer. Et s'il y a une valeur monétaire à tout cela, une récompense, ou même une signification historique qui pourrait rapporter, je ne vais pas vous mentir. J'ai besoin d'argent. Mon fils et moi vivons dans notre camionnette. Il est asthmatique. Alors oui, s'il y a une récompense, ou si certains de ces objets ont de la valeur, j'accepterai volontiers une compensation. Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai contacté. Je vous ai contacté parce que votre article était le seul à remettre en question la version officielle.
Laissez-moi être franche. Je traque l'affaire O'Keefe depuis des décennies. Vincent O'Keefe a maintenant plus de 70 ans. Il dirige toujours ce qui reste de la galerie, toujours respecté dans le monde de l'art. Mais j'ai toujours cru qu'il avait volé son oncle, à la fois financièrement et en termes de son véritable héritage, qui aurait dû revenir à Catherine. Il se murmurait que Richard avait modifié son testament peu avant de mourir, laissant à Catherine une part importante de sa succession, en particulier sa collection d'art personnel. Mais à sa mort, Vincent a produit un testament qui lui laissait tout. Catherine l'a contesté discrètement, par des voies légales au début, puis elle a disparu. Vous pensez que Vincent est impliqué dans sa disparition? Je pense que Catherine Hayes a découvert des preuves des détournements de fonds de Vincent à la galerie. Je pense qu'elle s'apprêtait à le dénoncer quand elle a disparu. Et je pense qu'elle a été assez intelligente pour laisser une assurance vie, qui pourrait bien être ce que vous avez trouvé. Leonora ferma son carnet. Je veux vous aider à enquêter, mais vous devez comprendre une chose. Les O'Keefe sont puissants, avec des relations dans toute la ville. Si Vincent découvre ce que vous avez trouvé, il n'hésitera pas à s'en prendre à vous pour le récupérer. Un frisson parcourut l'échine de Jada. Pourquoi s'en soucierait-il après toutes ces années? Le délai de prescription. Il ne s'agit pas seulement des conséquences légales, l'interrompit Leonora. Il s'agit d'héritage et de réputation. Toute la vie de Vincent a été bâtie sur son statut d'héritier de Richard et sur le prestige de la collection O'Keefe. Si des preuves surgissent montrant qu'il a volé cette position, qu'il a potentiellement un lien avec la disparition de Catherine, cela le détruirait. Et elle se pencha en avant. Êtes-vous prête à affronter ce que cela pourrait impliquer pour vous et votre fils? Jada hésita. Le poids de sa découverte lui parut soudain beaucoup plus lourd. Elle s'était concentrée sur la valeur potentielle des objets, sur le mystère de Catherine Hayes. Mais maintenant, Leonora suggérait quelque chose de plus sombre, que ces secrets vieux de plusieurs décennies pouvaient encore être dangereux. « Je dois réfléchir, » dit-elle finalement. « Bien sûr. » Leonora plongea la main dans son sac et en sortit une carte de visite. « Mon numéro personnel est au dos. Appelez-moi quand vous aurez pris votre décision. En attendant, soyez prudente avec ce que vous avez trouvé. Ne le montrez à personne. » Alors que Jada retournait au garage de Madame Lowry, son esprit tournait à plein régime. Les avertissements de Leonora résonnaient dans ses pensées, se mêlant à ses préoccupations plus immédiates concernant l'argent pour l'essence, les médicaments de Malik et l'endroit où il dormirait si Madame Lowry leur demandait de partir. Elle était si absorbée par ses pensées qu'elle faillit ne pas la remarquer. La petite berline blanche qui la suivait depuis le café, maintenant une distance constante derrière sa camionnette. Quand elle tourna dans une rue adjacente, la berline tourna aussi. Lorsqu'elle fit un détour superflu autour du pâté de maison, la voiture continua de la suivre. Le cœur battant à tout rompre, Jada enchaîna une série de virages aléatoires pour finalement s'engager dans le parking bondé d'un centre commercial. Elle se gara tout au fond, entre deux camions de livraison. Elle attendit, scrutant son rétroviseur latéral, et vit la berline blanche passer lentement devant l'entrée du parking. « Ce n'est peut-être rien, » se dit-elle, sans y croire une seconde. Pas après la conversation avec Leonora, en allant chercher Malik chez Madame Lowry. Elle ne mentionna ni la voiture, ni ses craintes. Au lieu de cela, elle écouta le récit enthousiaste de son fils, qui racontait comment il avait aidé à changer l'huile d'une Honda Civic et appris à distinguer différents types de clés à molette. Ce soir-là, ils se garèrent à un autre endroit. Le parking d'un supermarché ouvert 24 heures sur 24, où d'autres véhicules passaient parfois la nuit. Jada ne voulait prendre aucun risque,
surtout pas celui de ramener quelqu'un à leur emplacement habituel, derrière le magasin de Madame Lowry. Alors que Malik se préparait à dormir, il demanda « Tu as rencontré la journaliste? Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Elle connaissait Catherine Hayes. Elle est convaincue que c'était une bonne personne et qu'on a pu lui faire du mal parce qu'elle en savait trop sur la collection d'art. Mademoiselle Hall pense que Catherine a peut-être découvert que Vincent O'Keefe volait la galerie. Alors, c'est comme un roman policier, avec un méchant et tout. La vie est rarement aussi simple que dans les livres, mon chéri. Jada repoussa une mèche de cheveux de son front. Mais oui, il semble y avoir un mystère ici. Un mystère qu'il vaudrait peut-être mieux laisser tranquille. Mais Catherine, alors? Si quelqu'un lui a fait du mal, cette personne ne devrait-elle pas en payer les conséquences? La vérité sort de la bouche des enfants, pensa Jada pour la deuxième fois de la journée. La clarté morale de son fils cinglait ses propres calculs prudents. « Tu as raison, dit-elle doucement. La justice est importante, même des décennies plus tard. » Une fois Malik endormi, Jada examina de nouveau ses trouvailles, se concentrant sur la clé du coffre-fort. Si Lenora avait raison et qu'elle provenait de la First National Bank, ce pourrait être sa piste la plus solide. Mais en tant que femme sans abri et sans compte en banque, elle n'avait aucune légitimité pour poser des questions sur un coffre. Elle avait besoin de l'aide de Lenora. Et plus important encore, elle avait besoin d'une alliée dans ce qui commençait à ressembler à une quête dangereuse. Jada prit son téléphone et envoya un message à Lenora. « Je suis partante, mais nous devons être prudentes. Je crois qu'on m'a suivi aujourd'hui. » La réponse fut rapide. « Ça ne me surprend pas. Retrouvons-nous demain à 15 heures. Mon appartement est plus sûr qu'un lieu public. Je t'envoie l'adresse. » Jada fixa le message, un mélange de détermination et de peur s'installant dans son estomac. Elle regarda Malik, qui dormait paisiblement, et pensa à la vie qu'elle voulait pour lui. Stable, sûre, pleine d'opportunités. L'appartement de Lenora Hall n'était pas ce à quoi Jada s'attendait. Situé dans un immeuble modeste de Los Feliz, c'était un 2 pièces rempli de livres, de dossiers et de souvenirs d'une longue carrière de journaliste. « Désolé pour le désordre », lança Lenora en déplaçant des piles de journaux du canapé pour faire de la place à Jada. « C'est le métier qui veut ça. Je ne sais jamais quand une vieille recherche peut redevenir pertinente. » Malik, que Jada avait amené à contre-cœur après que Madame Lowry lui eut parlé d'un rendez-vous médical, regardait ce chaos organisé avec de grands yeux. « Vous êtes détective ?» demanda-t-il. La journaliste sourit. « Quelque chose comme ça. Journaliste et détective ont beaucoup en commun. Nous cherchons tous les deux la vérité, là où les gens essaient de la cacher. » Elle leur offrit du thé et des biscuits, que Malik accepta avec enthousiasme. « J'ai passé quelques coups de fil, » dit Lenora une fois qu'elles furent installées. La First National Bank a été rachetée par la Western Union Banking il y a une quinzaine d'années. Tous leurs coffres ont été transférés. Si le coffre 891 existe toujours, il se trouvera à l'agence du centre-ville. « Pouvons-nous y accéder ?» demanda Jada. « C'est là que ça se complique. Le coffre serait au nom de Catherine, ou peut-être d'un pseudonyme, vu ses précautions. Sans document prouvant ton droit d'accès, ils ne l'ouvriront pas. » Lenora but une gorgée de thé, pensive. « Mais j'ai un contact là-bas, une ancienne source qui est maintenant à la direction. Il pourrait au moins accepter de confirmer si le coffre existe et qui peut légalement y accéder. » Ce serait un bon début, admit Jada. « Maintenant, raconte-moi cette histoire de filature. » Jada décrivit la berline blanche et sa poursuite obstinée. C'était peut-être une coïncidence. Je ne crois pas aux coïncidences. Pas dans cette affaire. Lenora posa sa tasse. Vincent O'Keefe a des ressources. S'il a appris d'une manière ou d'une autre ta découverte dans le box, peut-être par cet habitué de la salle des ventes que tu as mentionné, Clyde, il n'hésiterait pas à mettre quelqu'un sur tes talons. Malik,
qui écoutait en silence en grignotant un biscuit, intervint soudain. Comme dans les films d'espionnage. Mais comment Monsieur O'Keefe saurait pour le box? Bonne question, Malik. Jada, as-tu utilisé une carte de crédit à la vente aux enchères ou montré une pièce d'identité? Uniquement du liquide. Mais oui, j'ai dû montrer ma carte d'identité pour les papiers. Et cette femme, Moira, qui travaille là-bas, elle semblait savoir quelque chose sur le box. Elle a dit que parfois, les gens cachent des choses en leur donnant l'air de ne rien valoir. Intéressant. Lénora nota quelque chose dans son carnet. Si Vincent surveille toute activité liée à Catherine ou à ce box, ton nom a pu déclencher une alerte. Que devons-nous faire? Demanda Jada, se sentant de plus en plus dépassée. D'abord, nous allons documenter tout ce que tu as trouvé. Je vais prendre des photos, faire des copies de tous les documents. Ensuite, nous contacterons la banque au sujet du coffre 840. En attendant, je vais commencer à me renseigner discrètement sur la situation actuelle de Vincent, ses finances, sa santé, ses activités récentes. Connais ton ennemi. Pendant les 2 heures qui suivirent, elles cataloguèrent méticuleusement chaque objet du box que Jada avait apporté. Le journal, les photographies, le médaillon et, le plus important, la clé du coffre-fort. Lénora photographia tout, créa un inventaire détaillé et stocka des copies numériques sur un disque crypté. Par sécurité, expliqua-t-elle. Vous croyez vraiment que quelqu'un essaierait de les prendre? Demanda Malik. Je crois que les gens puissants protègent leurs secrets, jeune homme. C'est pourquoi ceux qui disent la vérité doivent être aussi prudents que ceux qui gardent des secrets. Alors que le soir tombait, Jada sentit une inquiétude grandissante. Le poids de leur quête et ses dangers potentiels devenaient plus clairs d'heure en heure. « Nous devrions y aller, » dit-elle en rassemblant ses affaires. Il se fait tard. « Où allez-vous dormir cette nuit ?» demanda Lénora. Jada hésita. L'endroit habituel derrière le magasin de Madame Lowry n'était peut-être plus sûr s'ils étaient surveillés. Le parking du supermarché était trop exposé. « Nous avons des options, » dit-elle vaguement. « Ma chambre d'amis est libre. Elle est petite, sert surtout de débarras, mais il y a un vrai lit. Nous ne voulons pas vous déranger. Ce n'est pas un dérangement, c'est du pragmatisme. Si Vincent O'Keefe te fait surveiller, rester avec moi est plus sûr que n'importe quelle autre option que tu envisages. » Son regard se posa brièvement sur Malik, qui examinait une photo encadrée de Lénora avec un groupe de journalistes. « De plus, j'ai des recherches à faire, et ce sera plus efficace si tu es là pour répondre aux questions au fur et à mesure. » Jada comprit la véritable nature de l'offre. Une gentillesse déguisée en aspect pratique pour préserver sa dignité. « Merci. Juste pour cette nuit, alors. » Tandis que Lénora faisait de la place dans la chambre d'amis, Jada reçut un SMS d'un numéro inconnu. Les objets du box 34 ont une valeur significative. 5 000 $ en espèces, sans poser de questions. Répondez si vous êtes intéressé. Elle montra le message à Lénora. Ils prennent contact. Ça confirme qu'ils savent ce que tu as trouvé. Comment ont-ils eu mon numéro? S'ils ont des ressources, ce n'est pas difficile. Ton numéro de téléphone était probablement dans les documents du garde-meuble. Je devrais répondre? Demanda Jada. Pas encore. Laissons-les se dévoiler un peu plus. Ils ont offert une somme dérisoire. Ça signifie qu'ils sont inquiets et veulent régler ça vite. L'esprit stratégique de Lénora était déjà en action. Ce soir-là, après que Malik se fut endormi dans le lit de la chambre d'amis, Jada s'assit avec Lénora dans le salon, sirotant un thé auquel la journaliste avait ajouté une touche de whisky. « Parle-moi de toi et de ton fils, » dit Lénora. Une série de revers, chacun nous rapprochant un peu plus du gouffre. Je travaillais comme femme de ménage pour des familles riches de Bel Air et de Brentwood. Le salaire était bon, mais sans avantage. Quand on a diagnostiqué l'asthme de Malik, les factures médicales ont commencé à s'accumuler.
Elle marqua une pause, se remémorant l'anxiété grandissante de cette époque. Puis la pandémie est arrivée. La plupart de mes clients ont annulé les services de nettoyage réguliers. J'ai pris du retard sur le loyer. J'ai essayé de négocier avec la propriétaire, mais elle a haussé les épaules. 3 mois plus tard, nous étions expulsés. Je n'avais pas de famille pour m'aider. Ma mère est morte quand j'avais 20 ans. Mon père n'a jamais fait partie de ma vie. J'ai une sœur à Atlanta, mais elle a déjà du mal à joindre les 2 bouts avec 3 enfants. Jada but une gorgée de son thé corsé. Au début, nous sommes allés dans des refuges, mais ils sont souvent surpeuplés. Ils ont des limites de temps, où ils séparent les hommes des femmes, ce qui aurait signifié être séparés de Malik. La camionnette ne devait être qu'une solution temporaire. Depuis combien de temps? 14 mois. Lenora hocha la tête, compréhensive. Et la vente aux enchères du box? C'était un pari calculé, ou plutôt un acte de désespoir. Jada esquissa un sourire triste. Mais j'ai l'œil pour la valeur. Après des années à nettoyer des maisons chères, à manipuler des objets précieux, à surprendre des conversations sur l'art et les antiquités, j'ai remarqué ce que les autres enchérisseurs n'ont pas vu. Cette malle, elle avait été délibérément protégée des dégâts des eaux. Catherine était intelligente, songea Lenora. Elle s'est assurée que son héritage serait trouvé par quelqu'un qui prêterait attention aux détails. Le lendemain matin, elles mirent leur plan à exécution. Lenora contacterait sa source à la Western Union Banking au sujet du coffre 891, tandis que Jada répondrait au mystérieux SMS pour tenter d'obtenir plus d'informations sur l'auteur de l'offre. La réponse de Jada fut simple. Les objets pourraient ne valoir plus de 5 000 $. Qu'est-ce qui vous intéresse spécifiquement? La réplique arriva presque aussitôt. Tout ce qui vient du box 34. Offre finale de 8 000 $ en espèces aujourd'hui. Pas de police, pas de journaliste. Ils sont nerveux, observa Lenora lorsque Jada lui montra le message. Avant que Jada ne puisse répondre à nouveau, son téléphone sonna. C'était le numéro de Madame Lowry. Jada, est-ce que Malik est avec toi? Oui, il va bien. Nous avons passé la nuit chez une amie. Un problème? Quelqu'un est venu te chercher ce matin. Un homme en costume cher a dit qu'il était d'un cabinet d'avocats représentant le propriétaire de certains objets que tu as trouvés. Il a laissé une carte de visite. Richard Falk, avocat. L'inquiétude dans la voix de Madame Lowry s'intensifia. Jada, il connaissait ton nom et il a posé des questions sur le petit. Je n'ai pas aimé ses manières, très insistantes. Tu ne lui as rien dit, j'espère? Bien sûr que non. J'ai dit que je vous connaissais à peine, que vous me laissiez parfois me garer. Mais il a laissé sa carte et a dit qu'il pourrait y avoir des conséquences juridiques désagréables si je ne le contactais pas. Madame Lowry fit une pause. Jada, tu es dans le pétrin? Pas vraiment. C'est compliqué. Merci de m'avoir prévenu. Fais attention et n'amène pas Malik ici pendant un certain temps. Je n'ai pas du tout aimé la façon dont cet homme posait des questions sur lui. Après avoir raccroché, Jada raconta la conversation à Lenora, dont le visage s'était assombri. Richard Falk, murmura-t-elle, en se tournant vers son ordinateur portable. Après quelques minutes de frappe, elle fit signe à Jada d'approcher. Richard Falk, associé principal chez Westridge Legal. Leur liste de clients inclut la galerie et la fondation O'Keefe. Sur l'écran, une photo professionnelle montrait un homme aux cheveux gris, la soixantaine, avec des yeux froids et un sourire forcé. Le chien de garde de Vincent, commenta Jada, sa voix teintée d'une colère impuissante. Il gère les situations délicates, comme menacer une femme sans abri pour quelques vieilles photos et des babioles. Lenora ferma fermement l'ordinateur portable. Cela confirme que Vincent est inquiet, très inquiet. Malik sortit de la chambre d'amis, les cheveux en bataille. « Bonjour, dit-il poliment à Lenora avant de se tourner vers sa mère. « Maman, j'ai encore fait ce rêve à propos de notre maison. Elle avait de grandes fenêtres
et des bibliothèques qui allaient jusqu'au plafond. Jada se força à sourire. « Ça a l'air magnifique, mon chéri. Va te débarbouiller, je vais préparer le petit déjeuner. » Quand il eut disparu, le Nora demanda à voix basse. « Il rêve souvent d'avoir une maison. » Presque toutes les nuits. Il en fait des dessins aussi. Des plans détaillés, la disposition des meubles. Il n'a jamais vraiment eu de chambre à lui. Jada cligna des yeux pour retenir des larmes inattendues. « Alors, nous allons faire en sorte qu'il en ait une. » La voix de Lenora était ferme. « J'appelle mon contact à la banque maintenant. Nous devons savoir ce qu'il y a dans ce coffre avant que Folk et Vincent ne fassent leur prochain coup. » À midi, elles obtinrent une percée. Le contact de Lenora confirma que le coffre-fort 891 existait toujours à l'agence du centre-ville de la Western Union Banking. Il était enregistré au nom de Catherine Hayes et avait été prépayé pour 50 ans, un arrangement inhabituel qui avait été maintenu lors du rachat de la First National. « Il ne peut pas nous dire ce qu'il y a à l'intérieur sans un mandat, » expliqua le Nora, « mais il a confirmé qu'on y a accédé récemment. » Récemment? Jada fronça les sourcils. Comment est-ce possible si Catherine a disparu en 1984? Quelqu'un avec une procuration ou une autorité légale. Mon contact a promis de vérifier qui y a eu accès et quand. Le Nora arpentait le salon, réfléchissant à voix haute. Ça change tout. Si quelqu'un a déjà vidé le coffre, alors toute preuve que Catherine y avait caché pourrait avoir disparu. Ou avoir été retirée, compléta Jada. Le Nora cessa de faire les 100 pas. Réfléchis. Si Vincent ou Folk avaient accédé au coffre, ils n'y auraient pas laissé de preuves potentiellement compromettantes. Ils les auraient en retirées. Pourtant, ils s'inquiètent toujours de ce que j'ai trouvé dans le box. Jada montra les textos. Folk qui rend visite à Madame Lowry. Ils sont clairement inquiets, ce qui signifie qu'il doit y avoir quelque chose dans ce que tu as trouvé qui peut encore leur nuire. Elles passèrent l'après-midi à fouiller de nouveau les objets du box, cette fois avec un regard neuf. Qu'avait-elle manqué? Qu'est-ce qui pouvait être si accablant, au point que Vincent O'Keefe envoie son avocat proférer des menaces? Ce fut Malik qui fit la découverte. Il jouait avec le vieil appareil photo Polaroid qu'elles avaient trouvé. « Maman, il y a quelque chose à l'intérieur, » dit-il en tendant l'appareil. J'ai ouvert le compartiment du film et j'ai trouvé ça. C'était une petite clé, semblable à celle d'un coffre, mais sans étiquette ni numéro. Le Nora l'a pris. Ce n'est pas une clé de coffre-fort, elle est trop petite. On dirait plutôt une clé de boîte à bijoux, de petite serrure ou de journal intime, suggéra Jada, en se rappelant la page de journal déchirée. Inspirées, elles se mirent à examiner chaque objet de nouveau, cherchant des compartiments secrets ou des objets dissimulés. À l'arrière d'un cadre en argent terni, elles trouvèrent un document plié, coincé entre le support et la photo. C'était la copie de ce qui semblait être un testament signé par Richard O'Keefe, à peine 2 semaines avant sa mort. Le document nommait Catherine Hayes comme principale bénéficiaire de sa collection d'art personnel et d'une part substantielle de son patrimoine. Il avait été attesté par un médecin, Eleanor Winters, et un certain Nathaniel Green, avec le sceau d'un notaire bien visible. « C'est ça, » murmura le Nora. « Voilà ce que Vincent craint depuis toutes ces années. Un testament plus récent qui annule celui qu'il a utilisé pour réclamer la succession. » « Mais ce n'est qu'une copie, » fit remarquer Jada. « Une copie avec les noms des témoins et du notaire. Ils sont tous potentiellement localisables et interrogables. Et l'original ?» Le Nora leva la petite clé que Malik avait découverte. « Je parie que Catherine l'a cachée ailleurs, dans un endroit que Vincent n'a pas trouvé. » Tandis qu'elle prenait la mesure de leur découverte, le téléphone de Jada vibra. Un nouveau texto. « Dernier avertissement. 10 000 $. Rendez-vous au cabinet Westridge Legal, demain à 9 h. Apportez tous les objets du box. Pas de police.
Pas de journaliste. Après ça, la procédure judiciaire commence. Le Nora lut le message par-dessus l'épaule de Jada. Il panique. 10 000 $. C'est une insulte par rapport à ce que ce testament pourrait valoir, mais ça montre qu'ils sont désespérés d'étouffer l'affaire. Qu'est-ce qu'on fait? Demanda Jada. Nous avons besoin d'alliés, des alliés juridiques. Le Nora prit son téléphone. Je connais une avocate spécialisée dans les litiges successoraux. Elle travaille pro bono pour les plus démunis. Voyons si elle est intéressée par l'affaire O'Keefe. Pendant que le Nora passait son appel, Jada s'assit avec Malik. Il était absorbé par un dessin dans un carnet que le Nora lui avait donné, ajoutant des détails à sa maison de rêve. « On va devenir riche, maman ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, mon chéri. Il ne s'agit pas vraiment d'argent, mais si Catherine Hayes devait recevoir tous ces tableaux et cet argent, et que nous trouvons la preuve, ça ne veut pas dire qu'on a aidé à résoudre un mystère. Les gens reçoivent des récompenses pour ça, non ? » Sa logique simple la fit sourire. Plus important encore, nous pourrions aider à rendre justice à quelqu'un qui a été lésé il y a très longtemps, comme dans tes livres, où la vérité finit toujours par éclater. Elle lui caressa les cheveux. Le Nora revint. Mon amie avocate est intéressée. Elle veut nous rencontrer ce soir. Elle jeta un œil à sa montre. En attendant, on devrait répondre à l'offre de Falk. Et lui dire quoi? Que nous avons besoin de plus de temps pour réfléchir. On ne dit pas non, on reporte seulement. Ça les maintiendra sur les nerfs, pendant que nous renforçons notre position. L'esprit stratégique de Lenora était impressionnant. On devrait aussi mettre ces objets en lieu sûr, peut-être dans mon coffre à la banque. Alors qu'elle discutait des options, le téléphone de Lenora sonna. Son expression changea en écoutant son interlocuteur, devenant de plus en plus grave. « En êtes-vous sûr ? » ?»« Oui, je comprends la sensibilité de la situation. »« Merci de m'avoir prévenu. » Elle raccrocha, l'air sombre. « C'était mon contact à la banque. Le coffre-fort 891 a été ouvert il y a 3 jours par Richard Falk, agissant avec la procuration de la succession O'Keefe. Mais c'était juste après que tu as remporté l'enchère du box, s'exclama Jada. Le Nora confirma. D'une manière ou d'une autre, ils ont su que tu avais trouvé les affaires de Catherine et ils ont agi vite pour sécuriser le coffre. Mon contact dit que Falk a tout emporté. Le timing ne peut pas être une coïncidence. Quelqu'un a alerté Vincent O'Keefe presque immédiatement après que Jada a réclamé l'unité 34. Moira, murmura Jada, se souvenant de la femme nerveuse du garde-meuble. Elle m'avait prévenu à propos des box où les gens cachent des choses. C'est peut-être Clyde ou quelqu'un d'autre à la vente. Le Nora secoua la tête. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est qu'ils ont assez peur pour offrir de l'argent et proférer des menaces. Cela signifie que la preuve que Catherine a laissée n'était pas entièrement dans ce coffre. Jada pensa à la clé cachée, à la copie du testament, aux photos et aux lettres qui suggéraient une relation plus profonde entre Catherine et Richard. Elle était intelligente, dit Jada à voix basse. Elle savait que quelqu'un pourrait trouver le coffre, alors elle a caché des choses à plusieurs endroits, y compris dans ce box, déguisé en simple détritus sans valeur, en attendant que quelqu'un d'assez observateur reconnaisse leur valeur. Le Nora sourit à Jada. Ce soir-là, elles rencontrèrent l'amie avocate de Lenora, Alexandra Dias, dans son cabinet du centre-ville. Spécialiste des litiges successoraux, elle s'était bâtie une réputation en défendant les plus faibles contre de puissants intérêts. Après avoir examiné les documents et écouté leur histoire, Alexandra tapota pensivement la table avec son stylo. Cette copie du testament est importante, surtout avec les témoins nommés. Si nous pouvons localiser le docteur Winters ou Monsieur Green, nous pourrons peut-être prouver l'existence de l'original. Et si nous n'y arrivons pas ? Demanda Jada. Alors nous utiliserons ce que nous avons. Cette copie,
La note dans le journal indiquant que Catherine craignait pour sa sécurité, les photos prouvant sa relation étroite avec Richard O'Keefe, et le fait que Vincent et son avocat ont montré un tel empressement à récupérer ces objets. Alexandra esquissa un léger sourire. « Que recommandez-vous comme prochaines étapes ?» demanda Lénora. « Premièrement, mettez tout ce que vous avez trouvé en sécurité. Deuxièmement, laissez-moi déposer une injonction pour empêcher la succession O'Keefe de disposer de tout bien jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. Troisièmement, nous allons entamer le processus pour établir légalement le droit de Jada à posséder les objets du box. » Alexandra se tourna vers Jada. « Vous avez payé pour ce box légalement, n'est-ce pas? Vous avez les documents. » Jada hocha la tête, sortant le reçu de son sac. « Excellent. Cela nous donne la légitimité pour affirmer que tout ce qui s'y trouve vous appartient légalement, y compris les éventuelles réclamations juridiques qui en découlent. » Alexandra prit des notes sur son bloc-notes. « Je vous suggère de ne pas répondre à l'offre ou aux menaces de Falk. Laissez-le s'interroger sur nos intentions. » En quittant le bureau d'Alexandra, Lénora semblait galvanisée par la stratégie juridique. Jada, cependant, sentait le poids de l'incertitude. Elle était tombée sur un mystère vieux de plusieurs décennies, avec des gens puissants déterminés à le garder enfoui. Sa vie avec Malik, déjà précaire, faisait maintenant face à des menaces supplémentaires. « Et si on ne faisait qu'empirer les choses ?» demanda-t-elle à Lénora. « Et si Vincent ripostait ? Nous n'avons ni maison, ni sécurité. La santé de Malik est fragile. Ils ont des ressources, des relations. » Lénora s'arrêta et se tourna vers Jada. « Écoute-moi. Oui, il y a un risque. Mais il y a aussi une chance de justice. Pour Catherine, pour toi et pour Malik. Alexandra est l'une des meilleures. Elle sait comment exercer la pression pour que les gens riches choisissent un arrangement à l'amiable plutôt qu'un scandale. Et si ça ne marche pas, je n'ai pas passé 40 ans comme journaliste d'investigation sans apprendre à utiliser l'opinion publique comme une arme. Si les voies légales échouent, nous rendrons cette histoire publique. Avec ta permission, bien sûr. » Une mère sans abri et son fils asthmatique découvrent la preuve d'un détournement d'héritage datant de plusieurs décennies par l'une des familles de l'élite de la ville. De retour à l'appartement de Lénora, elles trouvèrent Malik endormi sur le canapé, une partie d'échecs à moitié terminée sur la table basse. Tandis que Jada le portait délicatement vers la chambre d'amis, elle remarqua un papier plié, serré dans sa main. Un autre dessin de maison, mais celui-ci était intitulé « La galerie d'art de maman », avec un bonhomme allumette nommé Malik accueillant les visiteurs à la porte. 3 jours s'écoulèrent dans un tourbillon de préparatifs juridiques et de recherches. Alexandra Dias avait déposé une injonction d'urgence, empêchant la succession O'Keefe de vendre tout bien lié à la collection originale de Richard. De son côté, Lénora avait mobilisé son réseau pour retrouver les témoins nommés dans la copie du testament. Le docteur Eleanor Winters et Nathaniel Green. Pendant ce temps, Richard Falk était passé des textos aux messages vocaux, son ton passant des offres aux menaces à peine voilées. « Mademoiselle Thomas, Richard Falk à l'appareil. Mon client est disposé à se montrer généreux, malgré votre refus de communiquer. Cependant, je me dois de vous informer que la possession de biens volés est un crime. De plus, nous nous inquiétons des conditions de vie que vous offrez à votre fils mineur. Les services de protection de l'enfance prennent ces questions très au sérieux. » La mention des services de protection de l'enfance frappa Jada comme un coup de poing. Sa plus grande peur était que Malik lui soit retiré à cause de leur situation. « C'est une menace en l'air », la rassura Alexandra. « Les services sociaux n'enlèvent pas les enfants uniquement pour cause de sans-abrisme, surtout quand les parents s'occupent manifestement bien d'eux. Il essaye de vous faire peur pour que vous obéissiez. » « Eh bien, ça marche, » admit Jada. Elles avaient quitté l'appartement de Lénora pour un petit hôtel pour long séjour, payé par Alexandra.
Un investissement dans la sécurité de ma cliente, avait-elle expliqué, balayant les protestations de Jada. Le 4e matin, Lenora arriva avec des nouvelles, les yeux brillants d'excitation. J'ai retrouvé le docteur Eleanor Winters, annonça-t-elle. Elle vit dans une résidence pour retraités à Pasadena. Elle a 86 ans et toute sa tête. Et elle se souvient d'avoir été témoin du testament, demanda Jada. Mieux que ça. Elle a été le médecin personnel de Richard O'Keefe pendant près de 20 ans. Elle connaît toute l'histoire, y compris sa relation avec Catherine Hayes. Peut-elle témoigner légalement? Absolument. Alexandra prépare les documents nécessaires en ce moment même. Nous allons rencontrer le docteur Winters cet après-midi. Lenora regarda autour de la chambre d'hôtel. Où est-ce Malik? Il prend d'une douche. Il n'en revient toujours pas d'avoir notre propre salle de bain, sourit Jada. Espérons que nous pourrons rendre ces miracles permanents. Lenora posa sa mallette sur la table et en sortit un dossier. J'ai fait des recherches sur la situation actuelle de Vincent O'Keefe. La galerie est en difficulté financière. Plusieurs pièces importantes de la collection originale de Richard ont été vendues au cours de la dernière décennie, soi-disant pour maintenir l'entreprise à flot. Donc il a liquidé l'héritage? Exactement. Un héritage qui, si la copie du testament de Catherine est légitime, n'a jamais été le sien. L'expression de Lenora était sombre. Si cette affaire devient publique, ce ne sera pas seulement embarrassant pour Vincent. Cela pourrait déclencher des enquêtes sur ses ventes et potentiellement des accusations de fraude. Pas étonnant qu'il soit si désespéré de nous faire taire et de plus en plus désespéré chaque jour qui passe. Lenora montra à Jada un article récent d'une revue spécialisée dans l'art. La galerie O'Keefe organise une grande exposition le mois prochain, la Legacy Collection, présentant les pièces maîtresses restantes des acquisitions originales de Richard. C'est présenté comme le plus grand accomplissement de Vincent, préserver la vision de son oncle, alors qu'en secret, il la vend pièce par pièce et supprime activement la preuve qu'elle aurait dû revenir à Catherine Hayes. Malik sortit de la salle de bain. « Madame Lenora, vous avez apporté d'autres livres ?» Depuis qu'elle connaissait son appétit vorace pour la lecture, Lenora apportait à Malik des livres de sa propre collection, des mystères et des aventures adaptés à son âge. « Encore mieux, » sourit Lenora en sortant un mince volume de son sac. C'est un catalogue d'une des premières expositions de la galerie de Richard O'Keefe en 1965. J'ai pensé que tu aimerais voir le genre d'art qu'il collectionnait. Malik prit le catalogue avec respect et s'assit immédiatement en tailleur sur le sol pour l'examiner. « Maman, regarde, il y a des tableaux qui valent des millions de dollars ici. » « C'est exact, » dit Lenora. « Des tableaux qui auraient dû revenir à une femme nommée Catherine Hayes. La dame qui a disparu. Est-ce que le méchant l'a fait disparaître parce qu'il voulait ces tableaux? Nous ne savons pas exactement ce qui lui est arrivé, mon chéri, mais c'est ce que nous essayons de découvrir, ajouta Lenora. C'est pourquoi nous allons voir un médecin qui connaissait Catherine et Richard cet après-midi. Le docteur Winters. « Je peux venir ?» demanda Malik. Jada hésita, mais Lenora hocha la tête. « Je pense que ce serait une bonne chose que le docteur Winters vous rencontre tous les deux. » Elle était proche de Richard et Catherine. Pour elle, c'est personnel, pas seulement un témoignage juridique. Le docteur Eleanor Winters les accueillit dans son appartement privé, un espace rempli de livres, de revues médicales et, chose surprenante, d'art moderne. « Vous devez être Lenora Hall, » dit le docteur Winters. Malgré son âge avancé, elle se mouvait avec l'assurance de quelqu'un habitué à commander le respect. « Merci de nous recevoir, docteur, » répondit Lenora. « Voici Jada Thomas et son fils, Malik. Ce sont eux qui ont découvert le box de Catherine. » Le docteur Winters étudia Jada attentivement avant de sourire. « Catherine vous aurait apprécié.
Je crois qu'elle avait un excellent jugement pour évaluer le caractère des gens. Son regard se tourna vers Malik, un jeune homme à l'esprit vif, lui aussi. Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai fait préparer du thé. Une fois installé avec du thé et des biscuits, le docteur Winters alla droit au but. Alors, vous avez trouvé une preuve du testament révisé de Richard. Une copie, précisa Jada, dans le cadre d'un tableau, dans le box de Catherine. Catherine était une jeune femme brillante, toujours un coup d'avance, dit le docteur en sirotant son thé. Je devrais commencer par le commencement. J'ai été le médecin de Richard O'Keefe de 1965 jusqu'à sa mort en 1983. J'ai vu sa galerie passer d'un modeste espace à l'une des collections les plus respectées de la côte ouest. Et Catherine Hayes. Le docteur Winters fit une pause, perdu dans ses souvenirs. Catherine est entrée en scène en 1968. Elle a postulé pour un poste d'assistante auprès de Richard. Elle n'avait que 26 ans, mais possédait une connaissance de l'art remarquable pour son âge. Elle avait étudié l'histoire de l'art, mais n'avait pas eu les moyens de terminer son cursus. Richard a été immédiatement impressionné par elle, pas seulement par son savoir, mais par sa passion, son intégrité. Avait-il une relation amoureuse? Demanda Jada. Le docteur Winters secoua la tête. Pas de la manière que vous imaginez. Richard avait 40 ans de plus qu'elle. Il a fini par l'aimer, certainement, comme un père aime sa fille, comme un mentor aime une protégée particulièrement douée. Et elle l'adorait. Leur lien était profond, mais pas romantique. Néanmoins, il a modifié son testament pour lui léguer sa collection. Pourquoi elle? Demanda Leonora. Le neveu de Richard, Vincent, ne voyait l'art que comme des actifs, des pièces de valeur à acheter et à vendre. Catherine les voyait, comme Richard, comme des expressions de la créativité humaine, des fragments d'histoire. Le docteur Winters posa sa tasse avec insistance. 2 mois avant sa mort, Richard a découvert que Vincent avait vendu des pièces de la galerie et empoché les bénéfices. Détournement de fonds, murmura Leonora. Exactement. Richard était furieux. Il a confronté Vincent, a menacé de le poursuivre en justice, de le déshériter complètement. Mais sa santé déclinait, et un scandale public aurait terni la réputation de la galerie. Alors, à la place, il a modifié son testament. L'entreprise de la galerie irait à Vincent, mais la collection personnelle, le cœur de ce que Richard avait bâti, irait à Catherine, étant entendu qu'elle la préserverait selon ses volontés. Et vous avez été témoin de ce testament révisé? Demanda Leonora. Oui, avec Nathaniel Green, le comptable de Richard. Il a été dûment authentifié, tout à fait légal. L'expression du docteur Winters se durcit. Après la mort de Richard, Catherine m'a dit que Vincent avait présenté un testament différent, antérieur, lui laissant tout. Elle le contestait en justice, discrètement, pour éviter le scandale. Et puis, elle a disparu. Avez-vous suspecté un acte criminel? Demanda Jada. Je n'avais aucune preuve. La police n'a trouvé aucun indice. Et la version de Vincent, selon laquelle Catherine était désemparée, potentiellement suicidaire, était plausible pour ceux qui ne la connaissaient pas bien. Papa, sa mort. Elle regarda Jada droit dans les yeux. Mais Catherine Hayes n'était pas suicidaire. Elle était déterminée à honorer les dernières volontés de Richard, et elle avait peur. Peur de Vincent? Elle ne l'a jamais dit explicitement, mais dans les semaines précédant sa disparition, elle est devenue de plus en plus prudente. Elle m'a dit qu'elle avait une assurance.
des preuves du détournement de fonds de Vincent, des copies du vrai testament, des lettres de Richard exprimant ses intentions. Le docteur Winters se tourna vers Malik, qui écoutait attentivement. Elle a caché cette assurance dans des endroits où personne ne penserait à chercher, comme une chasse au trésor. Le box, murmura Jada. Apparemment, oui, même si je n'ai jamais su exactement où elle cachait les choses. C'était plus sûr pour nous deux. Le docteur Winters tendit la main vers un petit tiroir de la table à côté d'elle et en sortit une enveloppe. Ce que j'ai gardé, c'est ceci, une lettre que Catherine m'a confiée, à n'ouvrir que s'il lui arrivait quelque chose. Quand elle a disparu, j'ai failli la révéler, mais... J'ai reçu la visite d'un homme, Richard Falk. Il m'a fait subir le même genre de traitement que celui que vous avez décrit, Madame Thomas. Des menaces à peine voilées, des allusions à ma licence médicale, à ma réputation. J'étais sur le point de prendre ma retraite, sans famille pour me soutenir. Je n'en suis pas fier, mais je me suis tue. Elle tendit l'enveloppe à Lenora. J'ai gardé la lettre. Et maintenant, à 86 ans, que peuvent-ils bien me faire de plus? Ma conscience ne me laissera plus garder le silence. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre manuscrite de Catherine Hayes, datée du 2 septembre 1944, quelques jours seulement avant sa disparition. Cher docteur Winters, si vous lisez ces lignes, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Les menaces de Vincent se sont intensifiées depuis que j'ai engagé la contestation judiciaire du testament frauduleux. Je crains pour ma sécurité, mais je ne peux abandonner les volontés de Richard. Les preuves du détournement de fonds par Vincent sont conservées en plusieurs lieux. Le testament original se trouve dans le coffre-fort 891 de la First National. D'autres documents sont cachés là où Vincent ne cherchera jamais, à la vue de tous, parmi ce qu'il considérerait comme sans valeur. Si je disparais, sachez que ce ne sera pas de mon plein gré. S'il vous plaît, veillez à ce que le véritable héritage de Richard soit préservé, et non pillé par un homme qui ne voit que des chiffres, là où Richard voyait la beauté. Avec toute ma gratitude pour votre amitié, Catherine Hayes. C'est considérable, dit enfin Lenora. Un euphémisme journalistique qui trahissait mal l'excitation dans son regard. Avec votre témoignage et cette lettre, nous pouvons établir l'état d'esprit de Catherine avant sa disparition, contredisant directement la thèse du suicide de Vincent. Je suis prête à témoigner, affirma le docteur Winters. J'aurais dû le faire il y a bien longtemps. La lettre mentionne le coffre-fort 891, souligna Jada. Mais Falk l'a vidé il y a 3 jours, dit Lenora d'un ton grave, et ce qui suggère qu'ils ont trouvé le testament original, et l'ont probablement détruit. Vincent ne laisserait jamais une telle preuve exister s'il pouvait l'éviter, ajouta le docteur Winters. Mais il ne peut pas tout détruire. Malik prit la parole soudainement. Les 3 femmes se tournèrent vers lui, surprises. Madame Catherine a dit qu'elle avait caché des choses à plusieurs endroits. On en a trouvé certaines, mais il y en a peut-être d'autres, comme une chasse au trésor avec plusieurs indices. Le docteur Winters sourit au garçon. « Tu es un jeune homme très perspicace. » Jada se souvint brusquement. La petite clé, celle que Malik a trouvée à l'intérieur de l'appareil Polaroid. Elle doit ouvrir autre chose. Quelque chose que nous n'avons pas encore trouvé, ou qui se trouve encore dans le box, suggéra Lenora. Vous avez dit que vous n'aviez pas pu tout vider dans le temps imparti. Jada hocha la tête. On s'est concentré sur ce qui semblait précieux ou important. Il restait quelques meubles, des cartons abîmés. On doit y retourner, dit Malik. Mais c'était impossible. Le délai de 48 heures était écoulé depuis longtemps. La société Valley View Storage avait dû reprendre possession des lieux. Je vais les appeler, décida Lenora. Peut-être pourrons-nous nous arranger pour inspecter ce qu'il reste. Si nécessaire, j'expliquerai que c'est lié à une affaire judiciaire. Alors qu'elle se préparait à partir,
Le docteur Winters prit la main de Jada. Catherine se battait pour ce qui était juste, malgré les risques. Vous faites de même, pour votre fils et pour sa mémoire. Richard aurait admiré votre courage. J'essaie juste de suivre les pistes, répondit Jada. C'est tout ce que nous pouvons faire. De retour à l'hôtel, Lenora passa quelques appels pendant que Jada aidait Malik avec ses devoirs. Malgré leur vie nomade, elle parvenait à lui faire l'école à la maison. Valley View Storage a encore les objets restants de l'unité 34, annonça Lenora en raccrochant. Ils devaient être jetés demain, mais je les ai convaincus de tout garder pendant 24 heures. Nous pourrons y aller dès demain matin. Et j'ai parlé à Alexandra, continua-t-elle. Elle se prépare à recueillir officiellement la déposition du docteur Winters demain après-midi. Avec son témoignage et la lettre de Catherine, nous avons assez d'éléments pour lancer une contestation formelle de la propriété de la collection d'art de Vincent. Est-ce que ce sera suffisant ? Demanda Jada. Ça renforce considérablement notre position, et Alexandra a une autre approche. Elle demande une ordonnance du tribunal pour examiner les registres financiers de la galerie O'Keeffe des 40 dernières années. Si nous pouvons prouver que Vincent a vendu des pièces qui auraient dû revenir à Catherine, il ferait face non seulement à des sanctions civiles, mais aussi à d'éventuelles poursuites pénales. La menace de cette exposition pourrait suffire à le forcer à un accord. Lenora marqua une pause. En parlant d'exposition, j'ai préparé une ébauche d'article sur l'affaire. Si la pression légale ne fonctionne pas, nous pourrions envisager de rendre l'histoire publique. Gardons ça en dernier recours, décida Jada. D'abord, le box, ensuite, la déposition, et enfin, le tribunal. Cette nuit-là, tandis que Malik dormait paisiblement, Jada se tenait à la fenêtre. Quelque part dehors, sa camionnette contenait le peu qu'il possédait. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu, mais le ton était familier. Ceci est votre dernier avertissement, Madame Thomas. Notre offre est retirée. Restituez immédiatement tous les articles de l'unité 34 ou faites face aux conséquences juridiques. Votre situation actuelle en matière de logement et de garde est, au mieux, précaire. St. C'était Falk. La mention de la garde de son fils lui glaça le sang. Le lendemain matin, elle montra le message à Lenora, qui appela aussitôt Alexandra. « Ils deviennent désespérés », dit l'avocate sur le haut-parleur. « Ce niveau de menace explicite est passible de poursuite. Conservez ce message. C'est une preuve de harcèlement et d'intimidation. » « Doit-on s'inquiéter qu'ils appellent vraiment les services sociaux ?» demanda Jada. « Ils peuvent essayer, mais cela se retournerait contre eux de façon spectaculaire, » assura Alexandra. « Les tribunaux n'apprécient guère que l'on utilise les services de protection de l'enfance comme une tactique juridique. Au contraire, cela renforcerait notre dossier contre eux. » Rassurés, elles se rendirent à Valley View Storage. Le directeur, un homme différent du commissaire-priseur, les conduisit à l'unité avec une contrariété à peine dissimulée. L'espace était beaucoup plus vide, mais il restait plusieurs grosses pièces. La commode endommagée par l'eau, un petit bureau avec un pied cassé et plusieurs cartons jugés sans valeur. « Nous avons 30 minutes, » rappela Lenora. « Concentrons-nous sur tout ce qui pourrait être fermé à clé ou avoir un compartiment secret. » Ce fut le bureau qui attira l'attention de Jada. Malgré le pied cassé et la surface tachée, le bois était un acajou de qualité. Et contrairement aux autres meubles, il était placé contre le mur du fond, son pied endommagé le faisant pencher de manière étrange. « On dirait qu'il a été endommagé exprès, » murmura-t-elle. Malik la rejoignit. « Il y a un tiroir secret, comme dans les livres de mystère. » Jada examina le meuble. Un seul tiroir était visible,
coincée par les dégâts des eaux. Avec l'aide de Lénora, elles parvinrent à l'ouvrir, ne trouvant que de la vieille papeterie. « Attendez, dit Giada, le tiroir n'est pas aussi profond qu'il devrait l'être. Et y est à moi. » Elle mesura l'intérieur avec sa main, puis le compara aux dimensions extérieures du bureau. Il y a une différence d'au moins 7 ou 8 centimètres. Les yeux de Lénora s'illuminèrent. Un double fond. Elles cherchèrent le long des bords et trouvèrent enfin une jointure presque invisible à l'arrière. En appuyant dessus, un panneau caché s'ouvrit, révélant un second compartiment peu profond. À l'intérieur se trouvait un petit carnet relié en cuir, sans marque à l'exception des initiales CH gravées en or, et à côté, une clé identique à celle qu'elles avaient trouvée dans l'appareil Polaroid. « Il faut 2 clés », réalisa Giada. Contrairement à un journal intime ordinaire, celui-ci possédait 2 serrures distinctes intégrées dans la couverture. C'est pour cela que Catherine les avait cachées séparément. Il en fallait 2 pour l'ouvrir. Avec des doigts tremblants, Giada inséra les 2 clés dans les serrures et les tourna simultanément. Le mécanisme de la reliure cliqueta et le livre s'ouvrit. À l'intérieur, ce n'était pas un journal intime, mais un grand livre de comptes, des registres méticuleux de vente d'œuvres d'art, avec des dates, des prix et des écarts flagrants entre les revenus déclarés par la galerie et les chiffres de vente réels. Les dernières pages contenaient quelque chose de plus compromettant encore. Des photographies de documents prouvant que Vincent avait vendu plusieurs pièces de la collection personnelle de Richard avant sa mort, en falsifiant la signature de son oncle sur les papiers. Les ventes avaient été effectuées à des collectionneurs privés à l'étranger, les rendant difficiles à tracer. « C'est bien ça, » murmura Lénora. « Il ne s'agit plus seulement du testament. C'est de la fraude, de la falsification, probablement de l'évasion fiscale sur des décennies. Et un mobile, » ajouta Giada, alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. Un mobile pour s'assurer que Catherine Hayes ne révèle jamais ce qu'elle savait. Elles refermèrent soigneusement le livre de comptes et se hâtèrent de retrouver Alexandra, qui se préparait pour la déposition du docteur Winters. « Cela change tout, » dit l'avocate. « Avec ces registres et le témoignage du docteur Winters, nous avons assez d'éléments pour contacter le bureau du procureur au sujet d'éventuelles poursuites pénales contre Vincent et Falk. Le délai de prescription a expiré pour le détournement initial, mais pas pour la fraude continue ou les ventes les plus récentes. »« Et pour Catherine elle-même » demanda Giada. « Ces registres prouvent que Vincent avait une raison de la faire taire, mais ils ne nous disent pas ce qui lui est arrivé. » Une chose à la fois. D'abord, nous utilisons ces preuves pour sécuriser votre position et neutraliser leurs menaces. Ensuite, nous pourrons faire pression pour rouvrir l'enquête sur la disparition de Catherine. Cet après-midi-là, le docteur Winters témoigna avec une clarté et une précision remarquables pour une femme de son âge. Richard était très clair sur ses intentions, affirma fermement le docteur Winters pour le procès verbal. Catherine Hayes devait recevoir sa collection d'art personnel, évaluée à l'époque à des millions. Vincent était au courant de ce changement et s'y est opposé avec véhémence. Et c'est pas... Une fois la déposition terminée et les preuves du grand livre sécurisées, Alexandra prépara l'assignation formelle. Une action civile contestant le droit de Vincent O'Keeffe sur les œuvres d'art restantes et demandant des dommages et intérêts pour les pièces déjà vendues. Giada serait la plaignante, représentant les intérêts de la succession de Catherine Hayes. Comme Catherine a été déclarée légalement morte et ne semble pas avoir d'héritier, le tribunal devra déterminer la répartition appropriée de toute somme récupérée, expliqua Alexandra. Mais en tant que personne ayant découvert les preuves et porté l'affaire,
Vous avez la légitimité pour intenter le procès, et généralement, les tribunaux accordent des honoraires de découverte significatifs dans de tels cas. À quel point significatif? Demanda Giada. Cela dépend de nombreux facteurs, mais compte tenu de la valeur de la collection et des preuves claires de fraude, ce serait potentiellement de quoi changer une vie. Sourit Alexandra d'un air rassurant. Mais nous n'en sommes pas encore là. Combien de temps tout cela va-t-il prendre? Giada s'inquiétait pour son logement temporaire à l'hôtel et pour la stabilité de Malik. Normalement, des affaires comme celle-ci peuvent traîner pendant des années, admit Alexandra. Mais nous avons un avantage inhabituel ici, le calendrier. La grande exposition sur l'héritage de Vincent a lieu le mois prochain. La publicité de notre procès à elle seule pourrait ruiner la réputation de la galerie. Je soupçonne qu'ils voudront trouver un accord, rapidement et discrètement. Ce soir-là, tandis que Lénora et Alexandra finalisaient les documents pour le tribunal, Giada s'assit avec Malik dans leur chambre d'hôtel, l'aidant avec une leçon de science sur le système solaire. Malgré la tourmente des événements judiciaires, elle était déterminée à maintenir une part de normalité pour lui. « Maman, dit-il, pensif, si on gagne de l'argent avec cette affaire, est-ce qu'on pourra acheter une vraie maison, avec ma propre chambre et des étagères pour mes livres? » « Je l'espère, mon chéri, répondit-elle. Et peut-être qu'on pourra aider d'autres gens qui vivent dans des vannes, comme Mme Lowry nous a aidés. C'est une idée merveilleuse, parvint-elle à dire en le serrant contre elle. Oui, nous ferons certainement ça. Plus tard, après que Malik se fut endormi, Giada regarda de nouveau les photographies de Catherine Hayes, cette jeune femme aux yeux vifs et au sourire doux, dont la vie avait été écourtée pour avoir défendu ce qui était juste. Le jour de l'audience préliminaire du procès civil contre Vincent O'Keeffe et la fondation de la galerie Atarico O'Keeffe était arrivé. Comme l'avait prédit Alexandra, la nouvelle de l'action en justice s'était répandue comme une traînée de poudre dans le milieu artistique de Los Angeles. Plusieurs publications s'interrogeaient déjà sur la provenance et la propriété légitime des pièces prévues pour l'exposition Legacy. Vincent O'Keeffe avait répondu par l'intermédiaire de son avocat avec une indignation prévisible, niant toutes les allégations et menaçant d'une contre-poursuite en diffamation. Mais, fait significatif, les menaces personnelles contre Giada, les allusions à sa situation de logement et à la garde de Malik, avaient cessé immédiatement après qu'Alexandra eut déposé la plainte, accompagnée de preuves substantielles. Dans la salle d'audience, Giada vit Vincent O'Keeffe pour la première fois. C'était un homme mince et austère, âgé de 70 ans passés, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui accentuait sa silhouette squelettique. À ses côtés se tenait Richard Falk. Le regard de Vincent se posa sur Giada et Malik, une expression mêlant mépris et calcul. Giada soutint son regard, refusant de se laisser intimider. La juge Eleanor Martinez ramena le silence dans la salle. Contrairement aux scènes dramatiques des séries télévisées, cette audience préliminaire fut brève et procédurale. Les deux parties présentèrent les grandes lignes de leurs arguments, Alexandra résumant avec éloquence les preuves qu'elles avaient rassemblées. « Madame la juge, nous avons des preuves documentaires que Vincent O'Keeffe a systématiquement détourné des fonds de la galerie avant la mort de son oncle, que Richard O'Keeffe a modifié son testament spécifiquement pour empêcher de nouveaux vols, et qu'après la disparition de Catherine Hayes dans des circonstances suspectes, Vincent a procédé à la vente de pièces de la collection qui ne lui ont jamais légalement appartenu. » Falk, l'avocat de Vincent, rétorqua avec des arguments sur le délai de prescription, mit en doute l'authenticité des preuves et insista sur les 40 ans de gestion fidèle de l'héritage O'Keeffe par son client. La juge Martinez écouta, impassible, posant occasionnellement des questions de clarification aux deux avocats. Finalement, elle prit la parole. « J'estime qu'il y a des motifs suffisants pour que cette affaire soit jugée. La phase de communication des pièces commencera immédiatement.
Les registres financiers de la galerie O'Keeffe de 1980 à nos jours devront être fournis à l'avocate de la plaignante dans un délai de 30 jours. De plus, j'émets une injonction temporaire interdisant la vente ou le transfert de toute œuvre d'art de la collection originale de Richard O'Keeffe en attendant l'issue de cette affaire. Ça s'est passé aussi bien qu'on pouvait l'espérer, lui dit Alexandra dès qu'elles furent sorties. L'injonction est cruciale. Elle empêche Vincent de vendre ou de cacher rapidement des actifs pendant que l'affaire progresse. Yissa de Komots. Et maintenant? Demanda Jada. Maintenant, le vrai travail commence. Communication des pièces, déposition, expertise financière. Alexandra regarda sa montre. J'ai rendez-vous avec un comptable judiciaire spécialisé dans les fraudes artistiques. Nous aurons besoin d'une analyse experte du grand livre de Catherine et des registres de la galerie de Vincent. Alors qu'Alexandra partait, Lenora se tourna vers Jada avec un sourire. Ça mérite une petite célébration. Le déjeuner est pour moi. Elles choisirent un café décontracté près du tribunal, où Malik s'émerveilla devant un sandwich sophistiqué, et Jada s'autorisa à se détendre un peu pour la première fois depuis des jours. Vincent avait l'air inquiet, observa Lenora. L'injonction est un coup dur, surtout avec l'exposition qui approche. Sa réputation dans le monde de l'art est déjà en train de pâtir de la publicité. Tant mieux, dit fermement Malik, surprenant les deux femmes. Il a été méchant avec Catherine et il a essayé de nous faire peur. Et Jada lui caressa les cheveux. Tu as raison, mon chéri, mais souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Nous cherchons la justice, pas la vengeance. C'est quoi la différence? Demanda-t-il. La justice répare ce qui est brisé. La vengeance ne fait que briser autre chose en retour. Lenora hocha la tête. Sage parole. Et en parlant de justice, j'ai reçu un appel intéressant ce matin d'un ancien contact au département de police. Il rouvre le dossier de la disparition de Catherine Hayes à la lumière de nos preuves. Après tout ce temps, pensez-vous qu'ils pourront découvrir ce qui lui est arrivé? Demanda Jada. C'est possible. Des affaires classées ont été résolues avec moins que ça, dit Lenora en hésitant. Mais nous devons nous préparer à des réponses difficiles. Les preuves suggèrent fortement que Vincent, ou quelqu'un agissant pour lui, pourrait être impliqué dans sa disparition. Alors qu'elles terminaient leur déjeuner, le téléphone de Jada sonna. C'était Alexandra, avec une nouvelle inattendue. « Vincent veut une rencontre », annonça l'avocate. « Pas au tribunal, pas en présence des avocats. Il demande un entretien privé avec vous. » Tom. « État, pourquoi accepterais-je » demanda Jada. « Hein, vous ne devez pas, et vous n'allez pas l'accepter. Du moins, pas seul. Mais cela suggère qu'il est nerveux, qu'il cherche peut-être une issue qui n'implique pas une divulgation légale complète. J'ai dit à Falk que toute rencontre devrait m'inclure, mais il a insisté sur le fait que Vincent voulait vous parler personnellement. » Alexandra marqua une pause. « La décision vous appartient, mais si vous êtes d'accord, cela pourrait être une occasion d'évaluer à quel point il est désespéré. » Après discussion avec Alexandra et Lenora, un compromis fut trouvé. Vincent rencontrerait Jada dans le bureau d'Alexandra, avec l'avocate présente mais ne participant pas activement, sauf si des questions juridiques se posaient. La réunion fut fixée à 16 heures le jour même, laissant à Jada peu de temps pour se préparer mentalement à affronter l'homme qui avait menacé sa famille et potentiellement causé la disparition de Catherine Hayes. « Souvenez-vous, vous avez le pouvoir dans cette situation, » conseilla Alexandra. « C'est Vincent qui risque la ruine financière et des poursuites pénales,
Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Vincent O'Keefe arriva ponctuellement, sans faute, un détail qui attira immédiatement l'attention d'Alexandra. « Mademoiselle Thomas, salua-t-il Jada. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. »« Monsieur O'Keefe, » répondit Jada. Vincent regarda Alexandra. « J'espérais une conversation plus privée. »« Ce n'est pas possible, » dit fermement Jada. « Tout ce que vous avez à me dire, vous pouvez le dire devant mon avocate. »« Très bien. Je serai direct. Cette affaire, si elle se poursuit, détruira tout ce que j'ai bâti en 40 ans. La galerie, ma réputation, mon héritage. Même si je finis par gagner, les dommages causés par la publicité seront irréparables. »« J'en suis consciente, » répondit Jada. « Je suis prête à offrir un règlement confidentiel, mais généreux. » Il mentionna une somme qui fit se redresser Alexandra sur sa chaise. 1 million de dollars, payable immédiatement, en échange de toutes les preuves du coffre et d'un accord de non-divulgation signé. « Et Catherine ?» demanda-t-elle doucement. « Que lui est-il arrivé ?»« Je n'ai rien à voir avec la disparition de Catherine Hayes, quoi que vous croyiez. Quoi que vos preuves suggèrent, je ne lui ai jamais voulu de mal. Mais vous lui avez pris ce qui lui revenait de droit. Vous l'avez effacé de l'héritage de son oncle. »« J'ai protégé la collection, » rétorqua-t-il. Catherine était jeune, inexpérimentée dans le monde de l'art, malgré sa formation. Elle aurait vendu des pièces pour financer ses idées idéalistes. La collection aurait été dispersée, perdue. Au lieu de ça, c'est vous qui l'avez vendue, pièce par pièce, pendant des décennies, souligna Jada. Le grand livre de Catherine documente méticuleusement les ventes. Je ne vendais que le strict nécessaire pour maintenir la galerie à flot, pour préserver le cœur de la collection, pour honorer la vision de Richard. La vision de Richard était que Catherine en hérite, dit fermement Jada. Vous devez comprendre le contexte. Le monde de l'art dans les années 80 n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Une jeune femme comme Catherine, aussi intelligente et dévouée à Richard fût-elle, se serait fait dévorer toute crue par les marchands, les collectionneurs et les critiques. Je me suis convaincu que je la protégeais, elle et la collection. Et puis, elle est devenue une menace, non seulement pour mon héritage, mais aussi pour ma liberté si le détournement de fonds était exposé. Alexandra se pencha en avant. « Monsieur O'Keefe, je dois vous avertir que tout ce que vous direz pourrait potentiellement... » « Je sais exactement ce que je dis, maître, » l'interrompit Vincent. Il se tourna de nouveau vers Jada. « Je n'ai pas fait de mal à Catherine Hayes, mais je l'ai menacée, je l'ai pressée d'abandonner son action. Quand elle a refusé, j'ai demandé à Falk d'engager quelqu'un pour la suivre, pour trouver les preuves qu'elle prétendait avoir. L'homme avait pour instruction de lui faire peur, rien de plus. Mais quelque chose de plus est arrivé, dit Jada. La dernière fois que j'ai vu Catherine, c'était le 15 septembre 1984. Elle est venue à la galerie après la fermeture, extrêmement contrariée. Elle a dit qu'elle savait que je l'avais fait suivre, qu'elle avait surpris l'homme en train de s'introduire dans son appartement. Elle a menacé d'aller à la police, pas seulement pour le testament, mais pour tout, le détournement, les signatures falsifiées, la fraude fiscale. J'ai perdu mon sang-froid. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Je l'ai menacée plus explicitement qu'auparavant. Elle est partie, toujours en colère, toujours déterminée. 3 jours plus tard, elle ne s'est pas présentée au travail. Son appartement a été retrouvé vide. Certaines de ses affaires avaient disparu. La police a enquêté, mais n'a trouvé aucune preuve d'acte criminel. Et vous les avez laissés croire qu'elle s'était peut-être suicidée. C'était l'explication la plus simple, dit-il, l'expression désormais hantée, celle qui mettrait fin aux questions le plus rapidement. Quoi qui est certain beau. Alexandra intervint, sa prudence d'avocate momentanément vaincue par la curiosité.
et vous n'avez jamais cherché à savoir ce qui lui était vraiment arrivé. Vincent regarda Giada droit dans les yeux. C'est la vérité. J'ai commis une fraude. J'ai volé l'héritage de Catherine. Je l'ai menacée et intimidée, mais je ne lui ai pas fait de mal physiquement. Quoi qu'il soit arrivé après qu'elle a quitté la galerie ce soir-là, je n'y suis pour rien, et je n'ai rien ordonné. Giada le dévisagea, cherchant le moindre signe de mensonge, mais ne trouva qu'un mélange complexe de défiance, de regret et de peur. « Votre offre d'1 million de dollars, dit-elle finalement. Ce n'est pas assez. 2 millions, alors. Mais c'est ma dernière offre. Je ne négocie pas le montant, monsieur O'Keefe. Ce que je veux dire, c'est que l'argent en soi ne suffit pas. » Giada se pencha en avant. Catherine Hayes mérite que justice soit faite. Les dernières volontés de votre oncle méritent d'être honorées, et la vérité mérite d'être révélée. Que proposez-vous ? Demanda Vincent. Un compte-rendu complet de toutes les pièces de la collection de Richard que vous avez vendues. Une reconnaissance publique du fait que Catherine Hayes était l'héritière légitime. Votre coopération dans l'enquête de police sur sa disparition. Elle marqua une pause. Et que le reste de la collection soit donné à un musée, au nom de Richard et de Catherine. C'est tout. Tout mon héritage ? Pour commencer, cet héritage n'a jamais été le vôtre, lui rappela Giada. En échange, Alexandra informera le procureur que vous avez pleinement coopéré. Nous n'insisterons pas pour des poursuites pénales au-delà de ce que la loi exige, compte tenu de votre âge et de votre coopération. Giada jeta un regard à son avocate, qui hocha la tête en signe de confirmation. Vous pourrez être reconnu pour avoir finalement fait ce qui est juste, après toutes ces années. Vous recevrez également la compensation financière pour vous et votre fils. Un poste de conservateur de la collection du musée, avec une rémunération raisonnable. Et, oui, une commission pour la récupération des œuvres, à déterminer selon les protocoles juridiques standards. La voix de Giada s'adoucit. Je ne cherche pas à vous détruire, monsieur O'Keefe. Je veux seulement que justice soit rendue à Catherine et que mon fils soit en sécurité. Après un autre long silence, Vincent hocha la tête dans un geste de défaite, mais peut-être aussi de soulagement. J'aurai besoin de temps pour consulter Falk et examiner les détails. Bien sûr, intervint Alexandra, de nouveau sur un ton doux et professionnel. Je peux rédiger une ébauche des termes d'ici demain, mais je dois vous avertir, monsieur O'Keefe, que nos preuves sont substantielles. Si vous choisissez de vous battre plutôt que de trouver un accord, les conséquences seront probablement bien plus sévères que ce que Madame Thomas vous propose. Je comprends. Vous aurez ma réponse demain. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta, son regard posé sur Giada. Vous me la rappelez, Catherine. Pas physiquement, mais dans l'esprit. Une fois qu'il fut parti, Alexandra se tourna vers Giada avec une admiration non dissimulée. C'était mené de main de maître. Vous lui avez offert un moyen de sauver la face tout en obtenant tout ce que nous voulions. Est-ce qu'il va accepter ? Demanda Giada. Je le crois. Il est vieux, fatigué, et il fait maintenant face à l'effondrement de tout ce qu'il a bâti. Votre offre lui donne une chance de réécrire son histoire, non pas comme un voleur démasqué, mais comme un vieil homme qui fait la paix avec son passé. Alexandra rassembla ses notes. De plus, l'alternative était la ruine financière et de possibles poursuites pénales. Vincent est peut-être orgueilleux, mais il n'est pas stupide. Dans la salle de conférence, Lenora occupait Malik avec une partie d'échecs et des histoires.
Le garçon se leva d'un bond quand Jada entra. « Maman, le méchant monsieur a dit où est Catherine. Il nous a dit ce qu'il sait, répondit-elle, et il a accepté d'aider la police à la chercher à nouveau. Mais c'était il y a très longtemps, mon chéri. Alors il est possible que nous ne sachions jamais ce qui lui est arrivé. C'est triste. Oui, ça l'est. Mais l'important, c'est que maintenant, tout le monde saura qui elle était vraiment et ce qui aurait dû lui revenir. Nous aidons à raconter son histoire, même si nous ne pouvons pas en écrire la fin. Le lendemain matin, Vincent accepta formellement les termes de l'accord. Alexandra était euphorique, tandis que Lenora prévoyait déjà un article sur Catherine Hayes et la collection d'art retrouvée, dès que les détails juridiques seraient finalisés. Les semaines suivantes se déroulèrent dans un tourbillon de documents juridiques, de réunions avec les représentants du musée et le déploiement progressif d'une nouvelle vie pour Jada et Malik. L'héritage exposé à la galerie O'Keeffe fut transformé, inauguré par une conférence de presse solennelle où Vincent reconnut publiquement Catherine Hayes comme l'héritière choisie par Richard O'Keeffe et la propriétaire légitime de la collection. Il annonça le don de toutes les œuvres restantes au Musée d'art contemporain de Los Angeles, destinées à être exposées dans une nouvelle aile nommée la collection Reyes O'Keeffe. La police rouvrit l'enquête sur la disparition de Catherine, interrogeant l'enquêteur privé, désormais âgé, que Vincent avait engagé pour la suivre. Bien qu'aucune preuve définitive sur son sort n'ait fait surface, l'affaire resta ouverte. Pour Jada, le moment le plus significatif fut lorsqu'on lui offrit officiellement le poste de conservatrice de la collection, un rôle qui lui permettrait de mettre à profit son œil expert. Professionnellement, elle veillerait à ce que l'héritage de Catherine soit dignement préservé et présenté. « Tu es heureuse, maman ?» demanda Malik un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de leur appartement, contemplant les lumières de la ville. Il travaillait sur les plans détaillés de la maison qu'il pourrait bientôt acheter, avec les bibliothèques du sol au plafond dont il rêvait. « Oui, mon chéri, très heureuse. » Et c'était vrai. Après des années de lutte et d'incertitude, ils avaient la sécurité, la stabilité et un but. Tu penses que Catherine serait heureuse, elle aussi, de ce qui est arrivé à ses peintures et à ses affaires? Je le pense, oui. Son histoire est racontée, les volontés de Richard sont honorées, et l'art qu'ils aimaient tous les deux sera préservé pour que tout le monde puisse en profiter. Elle serra Malik contre elle, reconnaissante au-delà des mots pour sa sécurité et pour les opportunités qui s'offraient désormais à lui. C'est un bel héritage, tu ne trouves pas? Le meilleur qui soit, approuva-t-il en se blottissant dans ses bras, celui qui dure.